sur les taux présumés, vous dites, de tungstène et d'or, qui à votre avis, ce qui est sorti dans la presse, oui, hier il en est sorti encore, c'est hallucinant, oui, parce qu'aujourd'hui on a la plus grosse, effectivement, on a la plus grosse mine de tungstène au monde. Aujourd'hui, on a aussi la plus grosse mine d'or de la planète, et peut-être même du système solaire. C'est vraiment des taux énormes, alors qu'aucune recherche logiquement n'a commencé, à moins qu'ils la font en douce sans dire, et qu'ils font des forages qu'on ne sache pas ou des autres. Alors, tout ça, c'est fait pourquoi? Parce que ça ne paraît pas en France et en français, ça. Ça paraît en Australie, en anglais. On sait lire l'anglais, il n'y a pas de problème, hein, mais ça sert à quoi? Ça sert à faire monter en bourse, sur la bourse australienne, les actions des sociétés que M. Bonnemaison a créées, a trustées, parce que quand même, Apollo Minerals, c'est la société aujourd'hui qui chapeaute le tout, qui est en Australie, mais M. Bonnemaison a quand même créé 7 ou 8 sociétés, enfin, pas toutes lui, mais disons dans sa maison à Dun, il y a 7 ou 8 sociétés qui sont domiciliées. Dun, c'est pas un paradis fiscal, mais enfin, c'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est beaucoup de sociétés dans une même maison, qu'un de vos collègues journalistes a d'ailleurs démontré qu'elles n'avaient même pas de boîte aux lettres. Voilà, tout ça, c'est fait pour ça, pour comment dire, essayer d'exciter le gogo, je dirais, en Australie, pour qu'il achète des actions d'Apollo Minerals et qu'il fasse monter l'action. Parce que M. Bonnemaison, je pense, il est payé en actions. C'est-à-dire qu'on lui a donné des actions quand il avait créé sa société Ariège Tungsten avec 5 000 € de capital à l'époque, qui a récupéré une part du permis, enfin un accord avec Variscan. Quand il l'a revendu à Apollo Minerals, il a été payé en actions. Donc son but aujourd'hui, c'est 15 millions d'actions, et au total, il doit en avoir 65 millions. Heureusement qu'on ne fait plus des actions en papier, parce que sinon, il faudrait un Airbus pour amener tout ça en France. Mais c'est des actions qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Rien, l'action d'Apollo Minerals, c'est 20 centimes, entre 20 et 22. Ces jours-ci, ça avait baissé à 20. Tout ça, c'est fait pour faire monter les prix de ces actions et récupérer de l'argent après. Mais pour ça, il leur faut effectivement un truc physique, il leur faut, c'est-à-dire un lieu, voilà. Il leur faut des annonces qui font croire aux gens qu'il y a ça, de l'or, des choses. Il est connu qu'il y a de l'or à Salaud, mais comme dans toute l'Ariège, il n'y en a pas plus, ni moins. À l'époque, il y avait à peu près, c'est dans les documents de l'époque, il y avait à peu près 1 à 2 grammes d'or. Et à une époque, il y a eu des actionnaires anglais, voilà, qui voulaient absolument récupérer cet or en même temps que le tungstène pour valoriser le gisement, ce qui était logique. Ils ont travaillé pendant 6 mois avec tous les moyens qu'ils ont pu. Ils n'ont jamais arrivé à récupérer l'or et le tungstène. Soit ils récupéraient l'or, soit ils récupéraient que le tungstène. À 1 gramme d'or dans le granit, ils ont abandonné l'or, ils ont gardé le tungstène parce qu'il n'y a aucune rentabilité. Je veux dire, c'est connu, mais c'est 1 gramme d'or, à la tonne. C'est pas 24 grammes. Là, aujourd'hui, c'est du rêve. On peut dire que c'est du rêve qui est exprimé. Le tungstène, c'est pareil. Le tungstène, à l'époque, effectivement, ils l'ont exploité à la fin de la mine avec des teneurs à 1,5 à 2%, parce que la direction, sachant qu'elle allait fermer, elle avait déjà cette idée d'1 à 2 ans avant, elle avait ordonné de piller le gisement, c'est-à-dire qu'ils prenaient des poches de minéraux, qui étaient là où la concentration était la plus grande, et ils laissaient tomber tout le reste. Donc ça a fait des teneurs en plus grandes. Voilà, les taux annoncés aujourd'hui sont totalement disproportionnés. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, quand la mine a fermé, il y avait des actionnaires, c'était Paribas à l'époque, aujourd'hui BNP Paribas, Coframine, Eurotungsten, c'est une usine de traitement de tungstène qui est à Grenoble. Ils ne voulaient pas vraiment abandonner, parce que 5-6 ans avant, ils avaient commencé, quand ils sentaient que ça s'épuisait, les gisements à faire des recherches un peu tous azimuts. Ils ont sondé toute la montagne. Ils ont défini qu'il restait à peu près 3000 tonnes de tungstène exploitables. Alors ces 3000 tonnes, aujourd'hui, elles existent, il n'y a pas de doute. Enfin, moi j'en ai pas. Mais pourquoi ces gens-là, je veux dire, s'ils étaient assis, allez,
sur la plus grosse mine de tungstène et d'or du monde, ils auraient abandonné leurs concessions, qu'ils ont quand même gardées jusqu'en 1980... C'est en 2000 qu'elle a été Oui, rendue 1999, je crois. Donc, ils ont eu le temps de refaire des recherches, si vous voulez. Ils avaient, eux, le permis d'exploitation. En plus, ils n'avaient même pas besoin de redemander ça. Ils l'ont gardé jusqu'en 99. Vous pensez que des banques comme BNP Paribas, ils auraient abandonné la plus grosse mine d'or du monde? Ou alors, c'est vraiment les dirigeants de ces endroits-là, soit ils connaissent rien, soit, je sais pas, moi, ça me pose problème, ça me pose question. Pourquoi M. Bonnemaison, qui a aujourd'hui la plus grosse mine de tungstène au monde et la plus grosse mine d'or au monde, il ne trouve pas des financements légaux, entre guillemets, européens, français, européens, américains, même russes, chinois, c'est pas un problème. Pourquoi il ne trouve pas des financeurs comme ça qui ont pignon sur rue pour financer la recherche de la plus grosse mine de tungstène et d'or du monde? Comment ça se fait qu'ils soient obligés d'aller chercher, de s'acoquiner avec des sociétés qui ont leur siège aux îles Vierges britanniques? Il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Pourquoi des banques, même des sociétés minières aujourd'hui qui existent, pourquoi elles ne rentrent pas dans son jeu? Moi je me pose des questions. Il faudrait que tout le monde s'en pose. Îles Vierges britanniques, ça veut dire paradis fiscal. Voilà. Pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas. Non, mais c'est vrai, Oui, parce qu'après tout, c'est peut-être pas évident. Ah oui, paradis fiscal quand même. Le ministère de l'économie s'en était pas ému quand on a signalé. Mais attendez, là, vous vous rendez compte, c'est quand même un paradis fiscal qui finance l'opération. Ah bon? Oh bah écoutez, on va regarder ça de près. Et en fait, regarder ça de près, résultat. Effectivement, à partir de là, M. Bonnemaison a commencé tout un montage de société écran, mais jusqu'à maintenant, alors si les choses évoluent, on verra, c'est toujours cette société, donc Juniper Capital, qui fournit, qui avance en tout cas les fonds, et c'est un des personnages les plus influents de la direction de Juniper Capital qu'on retrouve à tous les postes clés des sociétés de M. Bonnemaison. Donc difficile de croire qu'on n'a plus ce paradis fiscal à la manœuvre. Et les 25 millions sur lesquels se base M. Bonnemaison pour son exploitation, c'est bien ce paradis fiscal qui a été chargé de collecter ces fonds-là. Oui, cette société est aujourd'hui l'actionnaire le plus important d'Apollo Minerals. Donc on s'est arrangé pendant toute l'année dernière à l'affaire Ripé, d'Ariège Tungstène, de Mine du Salat d'Ariège Tungstène à Mine du Salat et après à Apollo Minerals. Effectivement, elle est bien cachée en Australie aujourd'hui, derrière trois sociétés, mais ça n'empêche pas que M. Kerjiwal, son représentant à Londres, il est directeur exécutif, non exécutif souvent, mais directeur quand même, des trois sociétés en cascade. Bien. C'est bizarre. Hein. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc en fait, vous avez eu beaucoup quand même de travail pour faire toutes ces investigations, et il y en a encore beaucoup à faire avant... Oui, d'autant plus qu'il y a tous les jours quelque chose de nouveau, parce qu'ils ont les moyens de communiquer, ils ont les moyens à la fois financiers et techniques, ils ont les moyens intellectuels aussi, je veux dire, c'est leur job. Leur job, c'est pas d'exploiter des mines, leur job, c'est de communiquer, justement, pour faire monter leurs actions. Mais quand même avant, il faudrait préciser, parce que dans la presse actuellement, on voit des choses fausses. Des choses fausses. Je ne vais pas dire ça parce qu'encore la dépêche va me tomber dessus. C'est pas des choses vraiment fausses, mais c'est que la façon dont ils communiquent fait croire que l'analyse d'amiante qui est programmée par l'État suivant la convention qui a été signée entre Sirug à l'époque, la préfète et Testar, le PDG de Variscan, ils font croire que ça a commencé. Alors que ça n'a pas du tout commencé aujourd'hui. L'expert a effectivement été nommé, mais il n'est encore jamais venu sur le terrain. Donc ça n'a pas du tout commencé. Pour le moment, tout ce qu'ils font, eux, c'est de leur propre initiative pour manipuler les esprits et dire qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air. Effectivement, personne ne pense qu'il y a de l'amiante dans l'air,
Mais comme ce n'est pas l'analyse officielle, même moi aujourd'hui, et j'ai relu les analyses qu'ils ont fait au mois de septembre, encore hier, ils parlent de fibres d'amiante, mais ils ne nous disent pas quel est le matériau qu'ils recherchent. Alors effectivement, s'ils recherchent de la chrysotile uniquement, ils ne vont pas en trouver. Ça, tout le monde en est convaincu. Est-ce qu'ils recherchent d'autres choses ou pas? Ce n'est pas précisé. Donc voilà, tout ça, il faut savoir que ce n'est pas l'analyse amiante qui a été préconisée par l'État. C'est simplement de la tergiversation de leur part pour encore nier ce problème et pousser le problème vers d'autres polluants qui sont effectivement dans la mine, puisqu'il y a effectivement des transformateurs avec du PCB. Ce n'est pas eux qui l'ont trouvé, c'est la commune qui a demandé déjà à la préfète il y a 2 ans de bien vouloir traiter ce problème, quand on en a pris conscience. Je veux dire, ce n'est pas l'Ariégeois qui a investigué, l'Ariégeois il n'investigue rien du tout, à part rentrer illégalement dans la mine, ils ne font rien. Ils reprennent simplement les informations qu'ils ont ailleurs. Tout ça est orchestré pour ne pas qu'on parle de l'amiante. Parce que l'amiante, c'est sûr qu'elle y est. Vu tous les écrits, c'est sûr. Et l'expert, s'il est honnête, il ne pourra pas faire autrement que de la retrouver. C'est impossible. Géologiquement, c'est pas en 30 ans, elle ne se sera pas transformée. Donc, elle va y être encore. Et si l'amiante y est, en théorie, à moins qu'il y ait des passe-droits ou autres de l'administration, cette mine ne pourra jamais être exploitée. Alors effectivement, aujourd'hui, même eux, je pense qu'ils en sont conscients, parce que le tungstène les intéresse de moins en moins. De plus en plus, ils s'intéressent à l'or qui aurait, disons géographiquement, de l'autre côté du Salat. Ils parlent de plus en plus d'or. D'or. En Australie, ils parlent surtout de l'or. Effectivement, c'est mieux pour faire monter le taux de l'action. Je pense que c'est mieux l'or que le tungstène. Le tungstène, aujourd'hui, il est à 30 ou 35 € le kilo. Ça vaut pas grand-chose, quoi. Je veux dire, quand ils ont déposé le dossier, il était à 26. C'était le même prix que le fromage de chèvre qu'on trouve à côté de chez moi. Voilà, c'est rien, quoi, 26 $. L'or, c'est autre chose. Effectivement, ça fait plus rêver. Surtout à des taux à 25 grammes la tonne. Quand on pense qu'aujourd'hui, en Guyane, on exploite à quelques centièmes de grammes à la tonne. Effectivement, ça peut faire rêver. Sauf que l'or, derrière, même quoi que ça ne défende de M. Bonnemaison, au final, il y a du cyanure pour l'extraire. Avec tout ce que ça veut dire pour la rivière. Ah oui. Jusqu'à Toulouse et plus. Bon, merci beaucoup d'être venu faire un point là-dessus. Et puis bon courage pour la suite. D'accord. Oui, nous avons du courage. On vous remercie. Merci.